soyez les bienvenus, vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2 FM et sur internet ici et maintenant.com. Avec 3 invités dans cette suite de revues de presse interactive, nous allons parler du TAFTA. Ces 3 invités, c'est Frédéric Vial, Agnès Gandon et Christian Lefort. Bienvenue à tous les 3. Bonjour. Bienvenue, merci. Bonjour à tous les 3. Alors on va parler du fameux traité transatlantique, le TAFTA, qui est aussi appelé TTIP. On va y revenir et on va surtout parler d'une pièce de théâtre qui sera jouée notamment demain à Malakoff au sujet de ce traité transatlantique, une pièce montée par des militants d'Attac, dont vous êtes Christian Lefort et Agnès Gandon. Et Frédéric Vial, vous ne participez pas à la pièce, mais vous êtes plus ou moins spécialiste des questions d'accords de libre-échange au sein d'Attac. Oui. Alors, on va commencer par vous présenter tous les 3. On va faire dans l'ordre de gauche à droite pour moi. Christian Lefort, est-ce que vous pouvez vous présenter, même si vous êtes déjà venu à ce micro ? Oui, bonjour. Donc, je suis Christian Lefort, je suis militant à Attac et lorsque j'ai entendu parler du TAFTA, du traité transatlantique, il y a 1 an et demi, j'ai pensé que vraiment c'était très important d'utiliser tous les moyens pour faire connaître l'impact sur la vie quotidienne de nos concitoyens, de la signature d'un tel traité. Et j'ai pensé avec un certain nombre d'autres militants qu'on pouvait utiliser l'expression théâtrale pour faire passer ce message. Voilà, donc nous avons écrit une pièce et nous la jouons. Agnès Gandon, est-ce que vous pouvez pareillement vous présenter pour nos auditeurs ? Oui, bonjour. En ce qui me concerne, je suis militante d'Attac et je participe à un certain nombre d'événements organisés par Attac et notamment je joue dans cette pièce Traversée à haut risque à bord du TAFTA. Et on parlera de votre rôle, de vos différents rôles un peu plus tard dans l'émission. Enfin, Frédéric Vial, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Je suis également militant à Attac et je m'occupe depuis quelques années maintenant des questions de commerce international pour Attac. Et je m'occupe surtout de lire les textes, d'essayer de les décrypter, de les faire connaître à travers des conférences publiques notamment qui sont organisées par les collectifs Stop TAFTA. Alors justement, avant même de parler de la pièce, il faut déjà parler de ce que c'est ce fameux TAFTA, ces négociations entre les Américains et les Européens pour mettre en place une zone de libre-échange donc entre les États-Unis et l'Union européenne. Est-ce qu'on peut essayer de revenir à la genèse de ce projet qui voudrait essayer de faire l'historique de cet accord de libre-échange, peut-être en rappelant aussi que ce n'est pas la première fois qu'on nous parle de ce type de traité. Il y avait déjà eu l'AMI il y a quelques années. D'ailleurs, c'était Suzanne Georges qui en parlait comme un vampire qui meurt quand on le révèle à la lumière. C'était plus ou moins ce qui s'était passé pour l'AMI et on espère que ce sera la même chose pour le TAFTA. Mais voilà, avant de parler de ça, il faut déjà expliquer de quoi il s'agit et qu'est-ce que c'est que cet accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. Bon, c'est une vieille affaire, hein. Les accords de libre-échange, ça fait un petit moment que effectivement ça dure, puisque en fait à partir de 1995, c'est-à-dire à partir de la création de l'Organisation mondiale du commerce, on a eu la multiplication de ces accords de libre-échange, c'est-à-dire des accords qui ont l'ambition non pas seulement de s'occuper, comme c'était le cas auparavant, des tarifs douaniers, mais des accords qui vont beaucoup plus loin et qui ont l'ambition, eux, de s'attaquer aux réglementations intérieures des États qui constitueraient des obstacles au commerce, c'est-à-dire potentiellement à peu près toutes. Toutes les décisions publiques sont dans l'œil du viseur. Et ces accords, d'abord, ont commencé à être promus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, qui a posé les principes, du traitement national, de la clause la plus favorisée, qui a posé les principes concernant la propriété intellectuelle, qui a posé les principes sur les obstacles techniques au commerce, bref, tout ce qui fait la cuisine interne de ces accords de libre-échange, et qu'on retrouve comme ça démultipliés dans les autres accords, puisque l'OMC globalement est à l'arrêt, ne fonctionne plus. Maintenant, on a des accords, on va dire, bilatéraux ou régionaux, qui tous, à plus ou moins, à différents degrés, portent à peu près les mêmes principes de libéralisation, consistant à mettre la concurrence au cœur de toutes les activités, de tous les échanges commerciaux. Voilà. C'est ça le principe fondamental. Alors on en a un là qui focalise l'attention, qui est l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis. Mais il y en a un autre qui est plus avancé, qui est l'accord entre l'Union européenne et le Canada, qui porte exactement les mêmes principes.
Mais vous avez aussi d'autres accords bilatéraux sur l'investissement. Il y en a beaucoup, hein, il y en a 3000 actuellement dans le monde, qui portent aussi un certain nombre de ces principes. Vous avez aussi les accords de partenariat économique qui, eux, concernent spécifiquement la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique. Vous en avez encore un autre qui s'appelle l'accord sur le commerce des services, qui est aussi en gestation en marge de l'OMC. Donc vous voyez, vous en avez comme ça quelques-uns. Et effectivement, ceux qui focalisent l'attention aujourd'hui, c'est entre Union européenne et États-Unis, parce que là, c'est le gros morceau. C'est vraiment le gros truc qui est symptomatique de tout le reste et qui est vraiment là quelque chose susceptible de créer des conséquences qui auraient une portée qui se veut irréversible. Finalement, on a déjà connu ce type d'accord à l'échelle intra-européenne, on pourrait dire, avec l'Union européenne, qui finalement est une forme aussi de libre marché à l'échelle européenne. Donc on peut se dire que ce que l'on voit à l'échelle européenne actuellement, avec les travailleurs détachés, toute une série de choses qui mettent, comme vous le disiez, au cœur du système économique les idées de concurrence et de compétitivité, on le connaît déjà en Europe et il faut imaginer maintenant que cela pourra s'étendre si ce fameux TAFTA est accepté, si le fameux traité avec le Canada est accepté aussi, cela pourra s'étendre à l'ensemble finalement du monde occidental puisqu'il y a aussi, on le sait, des négociations entre les États-Unis et le Pacifique, hein, ce qu'on appelle l'accord transpacifique. Et il faut aussi en parler, même si ça ne nous concerne pas directement, c'est entre le Japon et les États-Unis, et la Corée du Sud et d'autres pays de la zone. Donc on voit bien que les États-Unis, je le dis à chaque émission sur le sujet, mais l'aigle étend ses deux ailes des deux côtés du pays, au-dessus de l'océan Pacifique et au-dessus de l'océan Atlantique. De ce point de vue-là, quand on voit les conséquences de la concurrence dans l'Union européenne, quelles pourraient être les conséquences d'un tel accord entre les États-Unis, le Canada et l'Europe? C'est finalement l'enjeu de la pièce aussi de décrire ce qui pourrait arriver dans ce cas-là. Qui veut rebondir là-dessus? Peut-être une précision avant de passer à la pièce concernant l'aigle qui étend ses deux ailes. Il s'agit effectivement, on doit le voir comme ça aussi, de la traduction d'une politique impériale des États-Unis, bien entendu. Les États-Unis, c'est un empire, ils ont une politique impériale, il n'y a pas de quoi s'en étonner spécialement. Mais il faut bien voir que dans toutes ces affaires-là, et spécialement dans les accords Union européenne, États-Unis et Canada, c'est l'Union européenne qui est demandeur. C'est-à-dire que nous avons, nous, d'abord, à nous colter avec l'Union européenne. C'est d'abord elle qui réclame ce genre de choses, et le lien que vous avez fait au tout début entre les libéralisations du marché intérieur et le libre-échange avec la politique commerciale de l'Union est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que l'un est l'interface de l'autre. C'est de ce point de vue qu'il nous paraît pertinent d'aborder les choses, parce que en réalité, beaucoup plus qu'une politique impériale, c'est véritablement des politiques qui sont faites en faveur des entreprises transnationales qui, elles, n'ont pas spécialement de drapeau. Que ce soit celui des États-Unis, celui de l'Union européenne, tout ça, ce sont des choses qui leur importent peu. C'est véritablement des accords qui sont contre les populations, à la faveur des entreprises transnationales. Oui, il faut le rappeler, les citoyens américains concernés sont tout aussi révoltés par ce type d'accord que les citoyens européens. Oui. Et oui, on l'avait dit à cette antenne, il y a beaucoup de citoyens. D'ailleurs, moi, la première fois que j'ai entendu parler du TAFTA, c'est par un Américain qui m'a dit « Attention, ils sont en train de faire ça chez vous et c'est pour nous deux, finalement, le problème. » Et effectivement, pour tous les peuples, comme vous le disiez, que ce soit la classe moyenne américaine ou la classe moyenne européenne, on est finalement tous dans le même bateau, justement, ce bateau qui traverse avec grand risque l'Atlantique. Justement, on va parler de la pièce, on reviendra évidemment sur les détails du TAFTA, il y a une actualité aussi qu'il faudra mentionner, mais cette pièce traversée à haut risque à bord du TAFTA, déjà, pourquoi avoir choisi le théâtre? Vous l'avez dit un peu en introduction, Christian Lefort, parce que ça vous paraissait pertinent d'aborder la chose au sujet. Comme vous avez déjà joué la pièce plusieurs fois maintenant, vous allez nous dire si ce constat s'est vérifié et aussi nous raconter un peu l'histoire de la pièce finalement, nous dire comment est-ce que vous avez pris ce traité qui n'est pas encore en exercice et comment vous avez réussi à imaginer la façon dont ça allait nous tomber dessus dans quelques années. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette pièce traversée à haut risque à bord du TAFTA? La première des choses à dire, effectivement, c'est que le constat dont on est parti, c'est que quand on cherche à faire passer des messages et qu'on organise des débats publics,
je dirais la très grande majorité des gens qui viennent assister au débat public sont la plupart du temps des gens déjà militants ou déjà convaincus. Et on s'est rendu compte, et ça s'est avéré vrai à travers la vingtaine de représentations qu'on a déjà faites, que lorsque l'on propose à nos concitoyens de venir débattre, mais après avoir vu une pièce de théâtre, il y a pas mal de personnes dans le public qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on voit d'habitude dans des débats. Donc des gens qui ne savent pas grand-chose, qui ont envie de découvrir, qui ont vaguement entendu parler de l'existence d'un traité, et ils se disent après tout, allons voir cette pièce de théâtre. Et ensuite, il y a le débat, etc. Donc effectivement, l'idée de la pièce de théâtre, c'est de pouvoir, de pouvoir toucher des gens qui ne seraient pas touchés simplement par des débats, et deux, de pouvoir montrer à tous, ceux qui seraient touchés par les débats et ceux qui n'y seraient pas, concrètement, dans leur vie quotidienne, quels peuvent être les impacts de ce type de traité. Alors votre deuxième question, c'était effectivement quelle a été la genèse de la pièce. Bon, la genèse, l'idée, elle est venue parce qu'il y avait déjà une autre pièce qui avait été jouée, qui s'appelait Le Tribunal des banques, et dont on avait vu là aussi à quel point les gens étaient intéressés, ceux qui venaient, enfin les spectateurs étaient intéressés par ce type de spectacle. Et on s'est mis à trois. On a invité mon voisin à passer une ou deux soirées pour qu'il nous décortique un peu tous les éléments, qu'il nous fasse connaître, je ne dirais pas les 3000 traités dont il a déjà parlé, mais en tout cas déjà un peu mieux toute l'histoire. Depuis, il est parti de 1995, mais on est carrément reparti de 1947, au moment où on a signé l'accord général sur le commerce et les services. Enfin, non, c'était le GATT à l'époque. Et puis, bon, voilà, donc il y a toute une première partie de la pièce, d'ailleurs, qui est une partie un peu historique, qui raconte, en essayant de le faire de façon le plus simple possible, comment ce projet, il est dans la continuité et que, voilà, on réussit peut-être à arrêter quelque chose, ça ressort d'une autre façon quelques années plus tard sous un autre nom. Voilà, on a travaillé pendant 2 mois, on l'a écrit à 3, donc à 6 mains. Et puis on l'a proposé à une metteur en scène professionnelle, qui est la responsable de la troupe Nage, Nous n'abandonnerons jamais l'espoir, Fabienne Brugel, qui a été un peu enthousiasmée par ce qui avait été écrit, en se disant en plus c'est écrit par des militants, pas par des hommes de théâtre ou des femmes de théâtre, et qui nous a aidés à le mettre en scène. Et puis au bout de 4 mois, ça y était, on avait écrit, on avait mis en scène, on le jouait, et depuis, on se promène, j'ai envie de dire, pas mal dans la région parisienne, mais aussi à l'extérieur. Et bon, je sais depuis moins d'une semaine qu'il y a une deuxième troupe qui est en train de se monter à Marseille et qui va aller jouer dans toute la région PACA. Le feu est en train de prendre, c'est très intéressant de voir que ça se refait partout en France. Alors, Agnès Gandon, vous qui jouez dans cette pièce, alors je ne sais pas si vous avez fait les 20 représentations. Vous avez joué dans toutes les représentations de cette pièce, Agnès? Oui, moi j'ai joué à peu près dans toutes les représentations. De même, j'avais joué dans la pièce précédente, Le Tribunal populaire des banques. D'accord. Bon, moi je me suis rendu compte que la manière de dire, dans un premier temps, beaucoup de personnes ont fait, dans mon entourage, je vois qu'ils y sont ignorants de ce qui se passe et surtout ne comprennent pas. Et puis, je me rends compte que après la représentation au moment des débats, qu'il y a des questions qui permettent effectivement de mieux situer le problème, de mieux le comprendre. Pour nous, donc c'est une manière de militer également de façon agréable, joyeux, je dirais. On se fait également plaisir. Et bien sûr, c'est une pièce militante, alors il n'y a pas de billet d'entrée. Hein.
Je Ouais. tiens à le dire. Oui, Voilà. évidemment, c'est gratuit. Et même si c'est une pièce militante qui parle d'un sujet quand même assez lourd, c'est fait avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté. C'est, voilà, comme vous dites, vous êtes là pour vous amuser et amuser le public avec vous, évidemment. Vous disiez, Christian, que ce type de pièce permet de rassembler un public très large et assez différent de ceux, finalement, qu'on retrouve lors des conférences débats qui peuvent prendre toute la nuit parfois. Donc là c'est une façon différente de faire. La pièce est assez courte et finalement, en relativement peu de temps, on a beaucoup d'informations et on se rend compte qu'on a appris sans vraiment faire attention. Et ça, c'est effectivement très intéressant. Et quand vous dites que c'est une pièce qui peut rassembler tout le monde, il y a même ce passage dans la pièce où, je crois que c'est vous d'ailleurs, Agnès, qui le faites, qui déclamez ce slam de manière très surprenante, comme ça, qui sort un peu de nulle part. Et c'est très très amusant, ça marche très très bien. Moi, je l'avais vu à Montreuil, hein, il y a quelques mois déjà. Et justement, par rapport au public le plus jeune, qu'il faut aussi sensibiliser, est-ce que vous avez l'impression que les échos sont bons venant du public jeune? Écoutez, les échos qu'on a de ceux qui sont là, qu'ils soient jeunes, sont à peu près les mêmes de tout le monde. C'est-à-dire Oui. qu'effectivement, euh, la pièce est très bien reçue par ceux qui y assistent, bon, sous l'angle théâtral et sous l'angle à la fois de ce Du qu'ils fond, oui. apprennent. Mm. Donc, la façon dont on l'a conçu, finalement, après cette petite introduction historique dont j'ai parlé, c'est d'essayer de voir à différents niveaux comment les multinationales, ayant, une fois que ce traité aura été signé, comment ils vont pouvoir attaquer à tous les niveaux de décision. Donc au niveau local, on a une scénette sur l'attaque d'une municipalité et d'une décision d'une municipalité sur les cantines scolaires, euh, parce que ça va contre l'intérêt des multinationales si la municipalité passe un contrat cantine scolaire avec des producteurs locaux qui font de la cuisine biologique, hein, des produits biologiques. Ensuite, il y a une attaque au niveau d'un État. Donc ça veut dire que là, on peut à nouveau attaquer à ce niveau-là, sur la sécurité sociale. Et puis le troisième niveau, c'est l'Europe dans son ensemble, qui, pour l'instant, n'a pas encore émis de directive, mais qui pourrait le faire sur euh, la fracturation hydraulique pour produire du gaz de schiste. Donc voilà, on a un peu ces différences. On illustre vraiment, effectivement, on a essayé d'y mettre de l'humour. Donc toi, tu l'as vu aussi, et tu as bien ri. Ouais, je voulais dire, vous Oui, Agnès? parliez également des spectateurs, de l'âge des spectateurs. Oui. Ce sont essentiellement peut-être des adultes, mais là, nous avons la possibilité de jouer à l'université d'Orsay. Donc, ce sera l'occasion de jouer devant des jeunes, des étudiants. Oui, et je rappelle hein, les dates pour ce qui est de la pièce. Elle sera jouée demain, mercredi 10 décembre 2014, à Malakoff, 11 rue Jules Ferry. C'est à partir de 20 heures. Et vous le disiez, à l'université d'Orsay, le 14 janvier 2014. Je rappellerai toutes les dates avant la fin de l'émission, bien évidemment. J'aimerais qu'on reprenne les trois différentes étapes que vous avez évoquées, niveau local, niveau national, niveau international, et qu'on demande peut-être à Frédéric Vial de nous expliquer en quoi, par exemple, pour le premier exemple, l'exemple du local, une municipalité qui voudrait passer un appel d'offres pour ses cantines scolaires et demander uniquement du bio ou uniquement du local en termes d'agriculture, en termes de nourriture pour les enfants, eh bien, en quoi le TAFTA, en quoi le traité transatlantique pourrait venir s'immiscer dans cette décision municipale et finalement, comment est-ce que la mairie, comme on le voit dans la pièce, pourrait se retrouver face à des juges qui lui disent non, vous n'avez pas le droit d'imposer le bio dans vos cantines. Comment au niveau de la loi, ça se passe, cette idée assez folle qu'un traité international va venir réguler la façon dont on nourrit les enfants dans les cantines municipales. C'est assez simple. C'est-à-dire que ces traités, aussi bien Canada qu'États-Unis, prévoient la reconnaissance mutuelle des normes. C'est-à-dire que les produits qui sont fabriqués d'un côté doivent être acceptés de l'autre côté, d'une part. Et d'autre part, ces traités prévoient également qu'il faut que l'ensemble des règles qui sont applicables aux différents producteurs des deux côtés soient à peu près équivalentes ou compatibles. Alors, équivalentes, compatibles, il y a tout un tas de débats et ça fait partie de l'enjeu, mais enfin, en gros, c'est l'idée.
Et ce traité prévoit également un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de règlement des différents investisseurs-États, qui permettrait à une entreprise privée, ce qu'on appelle dans le jargon les investisseurs, de poursuivre un État qui laisserait prendre des décisions ou qui prendrait lui-même des décisions, qui seraient des décisions publiques, qui seraient contraires aux, entre guillemets, attentes légitimes des entreprises. Qu'est-ce que c'est qu'une attente légitime des entreprises? C'est l'arbitre international qui serait saisi dans le cadre de ce mécanisme-là qui le dirait. Et qui le dirait en fonction du principe qui est posé par l'accord, c'est-à-dire celui de la libéralisation maximale visée par, c'est l'objectif déclaré, de ces accords. De sorte que, à partir du moment où une décision publique, de quelque niveau que ce soit, et d'ailleurs le point 4 du mandat de négociation dit que tous les niveaux de gouvernement sont concernés par les négociations. Une décision de quelque niveau que ce soit qui aurait des conséquences sur les attentes légitimes des investisseurs pourrait être attaquée. Alors là, dans l'état actuel des choses, ce vers quoi les choses ont l'air de se diriger, et si on regarde l'accord Union européenne-Canada qui n'était pas encore terminé au moment où la scénette a été faite, ce serait une espèce de ricochet, c'est-à-dire que les investisseurs pourraient attaquer devant les arbitres les États qui eux-mêmes ont la responsabilité de ce qui se passe dans les entités infra-étatiques. De sorte que si, par exemple, demain, une collectivité locale décide de passer un marché public, dans ce marché public, elle pose un certain nombre d'exigences qui sont contraires aux principes du traité, alors à ce moment-là, les entreprises pourront poursuivre en disant « mais qu'est-ce que c'est on me pose des discriminations particulières ». Et en fait, l'État, pour ce qui concerne la France, par l'intermédiaire de ses préfets, retoquerait le truc. Ça, c'est ce vers quoi on se dirige. Ou bien, l'autre possibilité, qui est celle qui a été exploitée dans la pièce, c'est le fait que les entreprises directement pourraient poursuivre devant un arbitre international une collectivité territoriale, puisque ce genre de choses aussi existent dans d'autres accords. Alors, comme il s'agit pour l'instant d'accords qui ne sont pas terminés et que ce sont des accords opaques, on ne sait pas exactement quelle est la voie juridique, mais en tous les qui serait emprunté si toutefois cet accord arrivait à conclusion. Mais toujours est-il que on aurait cette situation, une décision publique, quelque chose qui peut paraître totalement naturel aux gens qui ont élu d'autres personnes pour prendre ce type de décision, qui serait attaquée par les entreprises sensationnelles directement ou indirectement, et qui aboutirait de toute façon à des amendes si toutefois cette décision publique était maintenue. Qui serait attaqué devant des tribunaux privés, je crois. C'est ça qui est important. Développes un peu. Oui, c'est ça qui est le important. fameux mécanisme de règlement des conflits entre États et investisseurs. Oui, ce qui est très important, et Christian vient de le souligner, c'est tout à fait essentiel, c'est pas attaquer devant des juges. Parce que ça existe déjà, hein. C'est pas une nouveauté. Ça, déjà, une entreprise qui n'est pas contente, elle va devant un juge, elle peut le faire. Hein. Et c'est bien normal. Et c'est normal, on est dans un état de droit. Mais là, il s'agit d'aller devant un arbitre, c'est-à-dire un arbitre privé, un avocat international. Il y en a comme ça dans une petite vingtaine. Il y a des grosses boîtes d'avocats internationaux. Il y en a une vingtaine dans le monde, 15 aux États-Unis, 5-6 dans l'Union européenne et puis une en Asie, une petite vingtaine. Et ces personnes privées qui ne sont pas tenues aux règles d'interdiction de conflit d'intérêts, qui ne sont pas tenues aux règles de déontologie normale qui pèsent sur un juge, eh bien, ces personnes-là sont habilitées à condamner des États à des indemnisations qui peuvent être éventuellement considérables. De l'ordre de plusieurs milliards d'euros. Oui, c'est-à-dire qu'on a des exemples. Ce n'est pas des trucs qu'on invente ou qu'on dit on craint que. C'est-à-dire qu'effectivement, ça existe. Qui se sont déjà passés, notamment, j'avais notamment entendu parler de l'accord de libre-échange entre les États-Unis et le Canada, où notamment, je crois que c'était, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était au-dessus du lac Michigan, un pont faisait la jonction entre le Canada et les États-Unis autour de Détroit. Et ce pont était engorgé tous les jours, du coup le Canada a décidé de construire un nouveau pont. L'entreprise qui gérait le premier pont a attaqué le Canada en justice et le Canada a été condamné à verser je ne sais combien de millions de dollars
milliards de dommages et intérêts à cette entreprise, alors que tout ce que voulait faire le Canada, c'était faire un autre pont parce que le premier était engorgé. Mais l'entreprise, y voyant une perte potentielle de profit, a attaqué le Canada et a gagné. Voilà, et ça c'est un exemple. Dans l'exemple que vous donnez, c'est l'ALENA, l'accord de libre-échange Voilà. nord-américain, Canada, États-Unis, Mexique. Le Canada, pour l'instant, ça lui a coûté, on vient de faire un bilan, il y a eu 20 ans d'application d'ALENA, ça lui a coûté 121 milliards, 121 milliards de dollars qui sortent... Qui l'a payé. Eh oui, forcément qu'il a payé, et qui sortent des poches des contribuables. Je veux dire, cet argent, il n'est pas comme ça créé... En plus de l'annulation de certains projets, de Bien certaines sûr, lois, de bien certaines sûr. mesures. Donc, Exactement. non seulement la loi que voulait voter le Canada ou le pont que voulait construire le Canada, ou peu importe le sujet finalement, Mhm. ça c'est annulé. Et Mhm. en plus, il faut Mhm. payer une amende. Donc, Mhm. 120 milliards en 20 ans et toute une série de lois qui visaient à protéger, j'imagine, le public dans la plupart des cas, qui ont Oui. été tout simplement supprimées, balayées par ces accords. Donc, ça, Alors, comme vous le dites, c'est- c'est concret, c'est aujourd'hui, hein, on le vit. Voilà. Alors c'est très, il y a un côté tout à fait hypocrite parce que d'un point de vue strictement matériel, ce n'est pas le mécanisme lui-même qui balaye, qui fait dégager la décision publique. Oui. Il condamne l'État qui persiste payer. dans cette décision publique. D'accord. Donc il y a le double effet. Dans un premier temps, l'État paye et en même temps, ensuite il supprime le truc parce que il y a une entreprise qui attaque, mais il y en a deux, il y en a trois, jusqu'à ce que l'État cède. C'est ça l'idée. Et il y a l'effet aussi d'inhibition, c'est-à-dire, et là c'est beaucoup plus difficile encore à mesurer, toutes les règles notamment que voulait prendre en matière de santé, d'accès aux médicaments, le Canada, et qui a une politique sociale de ce point de vue-là qui se voulait assez active, ont été systématiquement contrées par des menaces. C'est-à-dire qu'il suffit de menacer. Ce qui est très bien aussi dans la petite scénette là, sur la collectivité locale qui est attaquée, c'est que la menace joue à plein. Voyez, c'est-à-dire vous le faites une fois, vous carottez comme ça, vous le faites une fois, et puis après, il suffit de menacer et les autres se poussent, quoi. Enfin, les autres collectivités locales, les autres décisions publiques sont totalement inhibées parce qu'ils savent que derrière, il y a ce mécanisme-là. Ouais. Il y a le procès, entre guillemets, plus Voilà. les amendes à payer, évidemment. Et là, effectivement, ce à quoi fait allusion Frédéric à l'instant, bon, c'est mais vous n'allez pas attaquer toutes les communes. Ce n'est pas possible. Oui. Ça coûte beaucoup trop cher. Et la réponse est mais non, bien sûr, ça n'est pas la peine d'attaquer toutes les communes. Il suffit de faire quelques exemples et nos médias feront le reste, Voilà. comme d'habitude. Et donc, c'est bien ce qui se passe dans Oui. les faits. Et on en vient à l'autocensure, finalement, et des législateurs qui n'oseront plus faire de loi par peur d'être attaqués, effectivement, par des grandes entreprises internationales. D'autant que, si je puis Oui. me permettre, il y a un autre mécanisme qui va avec, parce qu'il n'y a pas qu'un mécanisme. Au moment où la petite pièce a été écrite, on ne connaissait que le mécanisme de règlement des différents investisseurs États, et les documents ont fuité ensuite pour nous apprendre qu'il y a un second mécanisme qui est celui de la coopération réglementaire. C'est-à-dire que lorsque, dans l'avenir, il y aurait un État qui aurait des velléités de prendre une mesure, n'importe laquelle, qui a une conséquence sur le commerce, toutes ont des conséquences sur le commerce, quelle que soit leur nature, eh bien, il faudra avertir l'autre partie, il faudra avertir à travers un comité de coopération réglementaire qui sera chargé d'alerter les lobbies d'affaires, etc., des secteurs concernés pour qu'ils donnent leurs commentaires, d'une part, et d'autre part, il y a aussi ce comité de coopération réglementaire qui sera chargé de proposer régulièrement des coups de rabot sur les législations existantes si elles sont, entre guillemets, trop coûteuses pour les entreprises. Ça existe à travers le point 43 du mandat, mais du mandat de négociation, mais aussi, on le voit maintenant dans le texte Union européenne-Canada qu'on n'avait pas au moment de la pièce, où il y a un chapitre entier sur la création de ce forum de coopération réglementaire, où en fait on aura eh bien une espèce, on va dire, de droit de veto des entreprises qui interviendront avant même que démarre le moindre débat public, législatif ou autre, pour savoir s'il est pertinent de laisser, je ne sais pas quoi, des cochonneries dans les biberons des gosses, enfin, n'importe quoi, je veux dire, ou d'avoir une règle sociale sur le salaire minimum, que sais-je. Donc l'idée, c'est de pouvoir avorter un débat avant même Avant. qu'il y ait eu l'initiative. Très important, avant, oui.
Et comme vient de le dire Frédéric, c'est quelque chose que nous, on ne connaissait pas. Quand on a écrit la pièce, la seule chose qu'on connaissait et qui nous avait déjà en soi profondément heurté, c'était ce mécanisme de règlement des différends où une multinationale privée pouvait attaquer directement un État en passant par-dessous toutes les réglementations, toutes les lois locales, départementales, régionales, nationales, voire européennes, dès lors que c'était en contradiction avec ses intérêts particuliers. Oui, avec cette idée de forum de coopération, il y aurait un acte entier à rajouter à la pièce quasiment. Si on l'écrivait aujourd'hui, il faudrait effectivement rajouter quelque chose complètement. Ah oui, c'est complètement hallucinant. Là, c'est vraiment pour le coup le pouvoir des entreprises multinationales qui s'érigent en une sorte de commission qui va décider de quelle loi on a le droit de discuter ou pas. Et même pas de les voter, hein, d'en discuter tout simplement. Tout Donc on est vraiment dans le règne de l'argent et des multinationales. Pour ce qui est aussi de la négociation, vous disiez les documents ont fuité. C'est important de le préciser, ils ont fuité parce que tout simplement, on n'a pas le droit aujourd'hui de lire ce mandat de négociation. Il est caché, il appartient d'ailleurs aux États-Unis. Hein, c'est le droit de la propriété intellectuelle américain qui protège, entre guillemets, ce texte. Donc on a un texte qui va influer sur la vie de centaines de millions de personnes, hein, des centaines de millions d'Européens, des centaines de millions d'Américains. Et pourtant, ce texte est inaccessible. Il est négocié secrètement. On n'y a pas accès en théorie. Alors heureusement, des petits malins ont réussi à le mettre sur Internet. On avait reçu Magali Pernin qui avait été une des premières à le révéler, à le traduire. Effectivement, ce texte, heureusement, on avait pu y jeter un œil. C'est une version plus provisoire. Si ça se trouve, aujourd'hui, le mandat de négociation a beaucoup évolué, mais on n'y a pas accès. Il est toujours interdit d'y avoir accès. Je crois avoir entendu dire que la Commission européenne a mis un peu de pression sur les États-Unis pour rendre publics les débats, mais que ça n'a pas abouti. Est-ce que vous avez des détails là-dessus? En fait, là-dessus, il y a eu un changement de pied complet de la Commission ces derniers jours, ces tout derniers jours. Là, c'est tout neuf. La Commission est en train de changer de discours. Je ne dis pas qu'elle est en train de changer de pratique, attention. Oui. Elle est en train de changer de discours. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé quand même, il y a eu une consultation publique sur le mécanisme des règlements des différents investisseurs États qui a montré une mobilisation considérable. Oui, Il y a- un ICE, une initiative citoyenne européenne. Et en plus, voilà, il y a ça ouais. surtout, l'ICE, sur lequel de laquelle il faudra parler, parce que sûr. vraiment, il faut enfoncer le clou là-dessus. Or, une ICE auto-organisée qui est un succès que même nous, on n'imaginait pas pouvoir atteindre 1 comme million ça. de signatures en 60 jours. Plus, Et hein. 1 million Plus, 100 même 000, plus. on en est à 1 million 100 000. 1 million 100 000, oui. Oui, oui. Et donc là, la Commission est en train, et le gouvernement français au passage aussi, est en train de changer de pied. Lundi prochain, nous allons avoir la visite de la commissaire, enfin je veux dire en France, la visite de la commissaire Malmström qui va annoncer, elle l'a déjà fait, un plan en 5 points pour la transparence des négociations, dans lequel il serait question d'avoir un certain nombre de documents. Pour l'instant, c'est assez flou, il s'agirait de documents qui sont les documents passés, donc ceux qu'on a déjà en partie, mais pas tous les documents, mais en tous les cas un certain nombre de documents, et également les commentaires de la Commission sur les documents. Ça méritera aussi que nous fassions très attention à ce que la Commission va raconter. Et donc il y a en tous les cas affirmé depuis quelques jours simplement la volonté de la Commission de faire dans la transparence. Le mandat a finalement été publié, c'est-à-dire qu'il a été publié la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, ou enfin il y a très très peu de temps. Effectivement, le site contre la Cour, là, dont vous parliez tout à l'heure, l'avait déjà publié il y a plusieurs mois, on l'avait déjà publié plusieurs fois, mais officiellement, il l'est ou il va l'être dans les jours qui viennent, si ce n'est pas encore fait. Donc il y a une volonté de changer de pied de la Commission. Ce qui ne veut pas dire qu'on va aller vers une réelle transparence. Il y a toujours un fossé considérable. C'est pas simplement être paranoïaque, c'est être réaliste de la manière dont fonctionne l'Union européenne depuis un petit moment, depuis toujours en fait, sans vouloir être désagréable, entre ce que dit la Commission et ce qu'elle fait effectivement. Là pour l'instant on est dans des effets d'annonce, alors on attend de voir si par hasard on a effectivement les documents. Bon, personnellement, j'y crois pas une seconde, hein, mais ça reste entre nous, ça sort pas d'ici. Mais on verra, hein, on verra bien. En tous les cas, pour l'instant, on est sur ce discours-là. Mais je vous invite à considérer quand même que la transparence, c'est bien, mais c'est le degré zéro de la démocratie. Tout à fait. C'est-à-dire, la transparence, ça devrait être normal.
nous, on ne considère pas que c'est une victoire. On considère que c'est normal. C'est juste normal. Et c'est pas encore acquis, hein. Encore une fois, on n'est pas. Faut voir. Donc, le fait de dire que ce serait transparent ne voudra pas dire que ça deviendrait acceptable, hein. Et il y a Oui, une marge. tout à fait, vous avez raison. C'est simplement une raison de plus de s'indigner le Oui, fait qu'il n'y ait pas de transparence, mais exactement. c'est pas parce que le texte est transparent et d'un coup qu'on y a accès qu'il devient formidable et génial. Et Évidemment pas, évidemment pas. je suis prêt à parier de l'argent qu'on n'y aura pas accès, en dépit de ce que raconte la commission. Mais ça, c'est un pari personnel, mais je parie avec personne, je suis sûr de gagner. Donc, Oui, mais on en vient. Je Oui, dirais même si on y avait accès, c'est tout simplement que la commission prendrait acte du fait que de toute façon le mandat est connu, puisqu'il y oui, il y a eu les fuites, oui, oui, tout et à fait. donc elle rend public quelque chose qui est déjà devenu public, voilà. mais Oui. Pour contre l'instant, son on en est gré. là. Et en On en est affichant là. ça comme une victoire de la démocratie et de la transparence, évidemment. Absolument. Et on en revient à cette phrase de Suzanne Georges, hein, quand elle parlait de l'ami, disant c'est un vampire qu'il faut exposer à la lumière pour le détruire. Effectivement, on en est là, et peut-être que la Commission européenne a conscience de ça. Si le texte est rendu public officiellement, puisque vous l'avez dit de manière officieuse, on peut le trouver sur Internet, en version anglaise, en version française, mais si officiellement ce texte arrive, que ça commence à rentrer dans les médias de manière un peu plus profonde, là les gens vont se révolter forcément. Je veux dire, ce qu'on a évoqué depuis le début de l'émission, le fait pour des entreprises étrangères, multinationales, d'attaquer des pays, d'attaquer des localités, de les forcer à rejeter des lois, de leur donner des amendes, etc. C'est évident que la plupart des gens sensés qui réfléchissent un petit peu n'ont pas du tout envie de ça et ont envie de garder ce qui nous reste de souveraineté. Ça paraît assez logique, en tout cas pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'économie. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, François Hollande, président de la République, en voyage récent aux États-Unis, a dit il faut qu'on aille vite pour éviter qu'il y ait des oppositions qui Tout se à fait, créent. tout à fait. Et de se féliciter avec Barack Obama de l'avancée des négociations. Tout à fait. Eh bien, il va peut-être être temps de jouer un petit extrait de cette pièce de théâtre traversée à haut risque à bord du TAFTA, qui sera jouée demain à Malakoff, donc le 10 décembre 2014, à Malakoff, 11 rue Jules Ferry. Ce sera à 20h, donc évidemment, la représentation est gratuite, hein, organisée par Attac et jouée par des militants d'Attac. Alors, Agnès et Christian, êtes-vous prêts? Oui, oui. Bonjour. C'est l'heure de notre bulletin météo marine. Nous nous dirigeons actuellement vers la mer de la convergence alimentaire. Zone ouest, Pepsi-Cola. Secteur nord, Nestlé. Courant sud, Unilever, Lipton. Avec Houle, Monsanto, Force 5. Forte turbulence sur les côtes européennes. Mer agitée avec vagues de résistance, Force 7. Mon Dieu, des turbulences. Allons voir ça de plus près. Commandant Barak, cap sur le golfe du marché agroalimentaire. Pas question que ces Obélix et Astérix européens menacent la loi sacrée du marché. Bien, monsieur. J'ai demandé à la NSA, notre agence nationale de sécurité américaine, d'analyser les appels d'offres de toutes les collectivités locales européennes. Elle m'a fourni la liste de tous ces élus qui nous empêchent d'investir. Regardez, produire et consommer local et bio. Non, mais ils veulent notre mort. Ouh là là, mais la situation européenne est catastrophique. Oui, mais ce n'est guère mieux aux USA. La règle acheter local est présente dans 13 États. Il faudra régler ce cas-là aussi. Oui, c'est un frein pour nous, la pire. La prestataire internationale des repas pour enfants. Mais vous ne pouvez pas attaquer toutes les communes. Elles sont trop nombreuses. Non, bien sûr, ce qu'il faut, c'est faire des exemples. Nos médias feront le reste, comme d'habitude. Je propose Cornajac, un petit village ridicule au fin fond de la France. Nous allons attaquer cette commune devant notre tribunal arbitral. Terre, mes amis, terre. Nous sommes dans le golfe du marché agroalimentaire. Et là, regardez, Cornajac. Messieurs, voilà la mer de Cornajac et ses petits agriculteurs. J'y vais, je fonce, j'attaque cette commune. Monsieur le maire, votre contrat pour les cantines scolaires menace mes investissements. Au nom du TAFTA, je vous attaque et je vous demande 3 millions d'euros de compensation. Pardon? Quoi? Oui, le TAFTA, le grand traité transatlantique, il est maintenant en vigueur aux États-Unis et en Europe. Et votre préférence pour l'agriculture locale et bio est une entrave à mes intérêts.
Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Nous avons quand même le droit de faire travailler nos agriculteurs et de préserver la santé de nos enfants. Bah, c'est au tribunal arbitral d'en décider maintenant. Le TAFTA a été voté par vos élus, vous devez vous y plier. Quoi? Vous n'avez plus qu'à prendre un avocat spécialiste, mais de vous à moi, je ne sais pas si vous pouvez vous permettre des honoraires aussi élevés. Enfin, tout peut encore s'arranger. Il suffit que vous repreniez votre appel d'offres sur des critères moins faussés. Pas question de revenir sur quoi que ce soit. Et si je vais devant un tribunal, c'est devant un vrai tribunal, un tribunal de droit. Ah, vous ne pouvez plus. Le tribunal arbitral est au-dessus de tout, même de votre cour de cassation et de la cour de justice européenne. D'ailleurs, voilà nos arbitres. Nous écouterons la demande de la PIR, la prestataire internationale des repas pour enfants, puis votre défense, Cornajac, et nous statuerons. Mais comment allons-nous faire? On a besoin d'1 million d'euros. Rien que pour débuter la procédure. Notre avocat coûte 1 000 euros de l'heure. Et il nous demande des acomptes. Ce n'est pas compatible avec notre budget. Bon, passons à l'acte d'accusation. La ville de Cornajac a retenu un critère de préférence locale dans le pré-tri des entreprises. Ce faisant, elle contrevient aux principes mêmes qui régissent le TAFTA et donc à nos intérêts. La ville de Cornajac a également retenu un critère de préférence pour les produits bio dans son choix final. Ce faisant, elle contrevient aux principes mêmes qui régissent le TAFTA et donc à nos intérêts. La ville de Cornajac a commis une faute inadmissible. Ce sont 3 millions d'euros que nous estimons avoir subi de pertes pendant 2 ans. Nous demandons donc cette somme en réparation de notre préjudice. Messieurs, la ville de Cornajac n'a pas pu avancer des éléments de défense suffisants. Cependant, compte tenu de sa bonne foi, nous la condamnons à payer la somme réduite de 2 millions d'euros à la PIR. La prochaine fois, respectez mieux les règles du marché et faites-le savoir à vos collègues. Bravo, mais merci beaucoup pour cet extrait de la pièce. Alors, pour la voir intégralement, cette pièce, c'est demain à Malakoff, donc le 10 décembre 2014, 11 rue Jules Ferry, à partir de 20h. Je ne sais pas si vous avez le nom de la salle dans laquelle est jouée. Non. Bah, mais on peut la trouver, on peut le trouver sur le site d'Attaque Nationale au niveau des événements. Donc là, toutes les représentations futures sont annoncées au fur et à mesure avec le lieu précis où elles sont jouées. Désolé de ne pas l'avoir pris avec nous. Il n'y a pas de problème, c'est dans la partie événements du site d'Attaque, puisque je rappelle, cette pièce est jouée et écrite par des militants d'Attaque. Donc on va continuer la discussion. Je vais ouvrir le standard pour les auditeurs parce qu'ils ont sans doute des questions à vous poser au 08 92 23 95 20 pour poser vos questions et réagir au sujet du traité transatlantique. 08 92 23 95 20. Il y a encore beaucoup de questions à poser. Vous vouliez revenir, et c'est important de le faire, sur cette ICE, Initiative citoyenne européenne, auto-organisée, on va dire, pour contrer le TAFTA. 1 100 000 signatures en à peu près 2 mois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cependant, la Commission européenne, je lisais tout à l'heure le titre d'un journal en ligne, l'a mise à la poubelle. C'est carrément le terme qui est employé. Donc, est-ce qu'on peut essayer d'expliquer cette initiative citoyenne européenne, d'où elle vient, comment elle s'est mise en place et aujourd'hui, quelles conséquences est-ce qu'elle peut avoir? Ce sont au départ l'idée des militants allemands, puisque cette initiative n'est pas que française, hein. Il y a une grosse dizaine de pays de militants à travers une dizaine de pays qui sont concernés, impliqués. Et les copains allemands avaient mis en place une demande officielle d'initiative citoyenne européenne. Et dans le traité de Lisbonne, ça passe par le traité de fonctionnement de l'Union, pardon, ça passe par une demande à la Commission qui organise cette initiative sous un certain nombre de conditions. Que ça concerne bien les traités, que ça concerne bien les compétences de l'Union, etc., etc. Et cette ICE est normalement quelque chose d'officiel, c'est-à-dire mis sur un site avec le logo de la Commission et tout le On avait bazar. notamment parlé de l'ICE sur le revenu de base qui avait été Voilà. lancé il y a 1 an et qui suivait par contre cette procédure officielle.
Et ben la commission, Je oui, peux t'interrompre juste 30 secondes. Je pense que c'est important de dire clairement que c'est finalement une pétition. voilà. C'est une pétition Oui. et que ça nous a été présenté Mm. au moment où il y a eu toute la discussion sur le traité constitutionnel européen. Ça nous a été présenté comme une grande avancée de la démocratie, Mm. que cette possibilité Est que un les droit citoyens spécifique. s'autosaisissent dans un certain nombre de pays pour faire une pétition qui serait recevable en tant que pétition Oui. par la, Par la par la commission. commission. Oui, et qui Eh serait ben même examiné ça, en l'état. voilà, même ça a été trop pour la commission qui a décidé, en s'appuyant sur des arguties juridiques, que bah non, elle n'allait pas faire ce truc-là. Alors on a dit qu'à cela ne tienne, on n'a pas besoin d'elle pour faire notre travail de citoyenne, et on a décidé de l'auto-organiser, c'est-à-dire qu'on l'a mis en place, et ça marche effectivement du feu de Dieu, puisque on en est à 1,1 million. Alors il y a beaucoup de signatures en Allemagne, il y a beaucoup de signatures en France, il y en a en fait dans une Beaucoup en grosse dizaine de Angleterre pays, aussi. etc. L'Angleterre, il y a tout le détail qui dépasse les quotas qui sont fixés. On a pris les mêmes quotas, mais on va largement continuer au-delà de ce qui est prévu dans les textes de l'ICE. Et pour aller normalement, beaucoup c'est plus plus d'un an, hein, le temps d'une ICE. Là, en moins de 2 mois, Oui. le chiffre est déjà atteint. Oui, le chiffre est déjà atteint et on va faire beaucoup plus, et on va faire beaucoup plus que ça, évidemment. Hein, on va continuer. Et alors, en plus, l'idée, c'était d'offrir un cadeau à Jean-Claude Juncker pour ses 60 ans. Et c'est aujourd'hui, C'est donc aujourd'hui. bon anniversaire, Jean-Claude Juncker. Voilà. On espère que tu vas prendre une bonne décision. Apparemment, c'est pas vraiment le cas. Je précise, pour signer ce texte, peut-être des auditeurs se posent la question. Vous avez différents sites. Il y a le collectif Stop TAFTA. Voilà, il suffit de taper, comme vous le mettez, sur n'importe quel moteur de recherche, collectif Stop TAFTA. Et j'ai même fait le test tout seul. Si on tape simplement TAFTA, on tombe sur le site du collectif anti-TAFTA et sur la page de la Quadrature du Net aussi dès les premiers résultats. Donc voilà, simplement en tapant TAFTA ou Stop TAFTA dans un moteur de recherche, vous allez tomber sur ces sites-là. Il y a aussi le site stopttip.org qui rassemble donc ces fameuses signatures. Et effectivement, le million de signatures pour l'anniversaire de Jean-Claude Juncker a été largement dépassé. Cependant, Jean-Claude Juncker, ancien président du Luxembourg, qui fait comme s'il n'y avait jamais eu d'évasion fiscale au Luxembourg, etc., c'est pas la personnalité la plus, comment dire, qui défend le mieux les intérêts des citoyens. Ça, malheureusement, on s'en rend compte. Et alors justement, maintenant que ce million de signatures a été écrit, est-ce qu'il y a une réponse de la Commission européenne? Est-ce qu'il y a eu une réponse officielle Non, non, rien du tout. Voilà. Alors, Ils attendez. ne répondront pas. Oui. Ils ne répondront pas, selon vous? Non, 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 c'est pas le. D'ailleurs, c'est pas dans le but qu'on n'attend pas une réponse. Oui. Nous, on mobilise parce que on est dans l'idée de changer le rapport de force à la base. On n'est pas en train d'essayer d'attendre une réponse officielle qui essaierait de nous promener en nous disant Bien sûr. mais oui, on va faire attention, on va aménager le machin à la marge. Non, non. Bah, un peu comme l'idée de la transparence, comme vous le disiez tout à Oui, l'heure. voilà. Ne reprendre l'argument que du manque de transparence et dire, bah voilà, on va rendre ça transparent, comme ça tout ira bien. Non, il y a beaucoup d'autres arguments qui posent problème. Voilà, exactement. Et donc, on n'attend pas de réponse, on n'en aura pas, ou on aura quelque chose qui sera extrêmement flou si par hasard on en a. Non, on n'a pas besoin de la communication de la Commission. Non, non, ce qu'on veut véritablement, c'est utiliser ce moyen-là pour faire monter le niveau de conscience dans la population, pour à la base que les choses changent et que le rapport de force change. C'est-à-dire qu'au moment où ce truc-là sera terminé et passera devant le Parlement européen, il soit politiquement impossible pour les élus de ratifier ce genre de choses. Et ce que nous voulons aussi, c'est avant d'avoir la peau du TAFTA, bien sûr, avoir la peau de l'accord Union européenne-Canada, puisque lui, il arrive d'ici une petite année, entre 10 mois et 1 an, devant le Parlement européen. Et là, on veut que la mobilisation soit suffisamment forte pour avoir la peau du poisson pilote avant d'avoir la peau du gros requin derrière. Et si jamais le Parlement européen valide cet accord, le vote, il n'y aura pas de référendum dans les différents pays pour entériner cet accord, hein. Une fois que le Parlement européen l'aura voté, ce sera fait accompli. Alors, il n'y aura pas de référendum, Plus compliqué que ça, tant mieux. c'est à peu Tant près une certitude. En revanche, il y aura peut-être des ratifications au niveau national, au niveau de chaque Parlement. Mais il faut dire là-dessus que ces ratifications, finalement, n'empêchent pas une application provisoire de l'accord.
voyez, puisque la Commission a inventé ça récemment, comme très intéressant sur le plan démocratique aussi, ce genre de choses. Elle a inventé ça récemment sur un accord entre l'Union européenne, la Colombie et le Pérou, ratifié au niveau parlementaire européen et normalement devrait être ratifié au niveau des États. Mais les États prennent leur temps, c'est-à-dire que les gouvernements ne sont pas tenus de le faire tout de suite, et dans l'intervalle, il y a une application provisoire. Vous voyez un petit peu où on en est sur le plan démocratique. Oui, bon, là, le niveau démocratique, je crois que on est effectivement, vous le disiez tout à l'heure, niveau zéro, je dirais même niveau moins 100, parce que Oui. on voit jour après jour, mois après mois, des choses tellement hallucinantes en ce qui concerne ce TAFTA et ces négociations secrètes, une infime minorité qui négocie pour une immense majorité, le fait qu'on veuille cacher ça de plus en plus, comme vous le disiez tout à l'heure, François Hollande qui dit il faut aller vite, hein, il faut pas demander au peuple ce qu'il en pense, il faut aller vite et finalement faire en sorte qu'il n'ait pas le temps de réagir. Il faut que ce soit dans la surprise. Donc évidemment, Attaque, entre autres, fait en sorte depuis des mois et des mois de prévenir les gens. Et on fait des émissions à cette antenne pour justement que les gens soient bien conscients que c'est en train de se préparer et ne pas laisser... encore une fois, j'y reviens à cette phrase de Suzanne Georges, mais elle est tellement juste, c'est tellement exactement la question qui se pose. Si on laisse le vampire dans son château derrière ses tentures et qu'il peut rester dans le noir, personne ne se rendra compte qu'il est là. Si par contre on l'expose au soleil, effectivement, il est quasiment détruit instantanément. Et justement, cette négociation, elle est non seulement secrète, antidémocratique, mais elle finalement, elle méprise aussi les peuples dans le sens où, un auditeur me disait ça en antenne il y a quelques instants, il me disait avant c'était le client est roi, aujourd'hui c'est le client est esclave. Et finalement, on en vient à se demander, mais qui aura le pouvoir dans ce monde-là? Plus nos politiques, clairement, plus nous-mêmes, puisque on ne demande pas notre avis finalement pour faire ce genre de texte, donc on va laisser le pouvoir à des Bill Gates, à des patrons de très très grosses boîtes, et justement le rôle que vous jouez finalement dans la pièce, Christian. Oui, et ce que je voulais dire quand vous dites le, j'ai un tout petit peu modifié un point que vous venez de dire. Vous Bien venez de sûr. dire une infime minorité qui négocie pour une très grande majorité. C'est une infime minorité qui négocie pour une infime minorité. Oui, C'est dans ce pour sens-là, pour leurs propres leurs intérêts, propres intérêts. évidemment. Quand on regarde la façon dont se sont passées les négociations, la Commission européenne, mettons qu'elle ait fait à peu près 500 consultations dans la période où c'était totalement secret, mais sur ces 500 ou sur ces 100 consultations, il y en a plus de 95% qui étaient des consultations de lobbies et de multinationales. Donc on voit bien pour qui et pour le compte de qui sont faites ces négociations par une petite minorité pour une toute petite minorité de multinationales. Donc effectivement, ce sont les multinationales. C'est le premier point qui me paraît important, qui veulent avoir encore plus de pouvoir, qui veulent passer par-dessus tous les processus démocratiques. Alors ça, c'est un premier point. Et un deuxième point sur lequel je voudrais revenir par rapport à ce qu'a dit Frédéric, et par rapport... Quand vous avez commencé ici et maintenant à faire des émissions, quand nous avons rédigé ce traité, on peut considérer que c'était une infime minorité de parlementaires qui étaient au courant de l'existence du TAFTA et des enjeux qu'il y avait derrière. Depuis quelques mois, le fait que vous en parliez, le fait que les militants d'un certain nombre de groupes en parlent, bon, et dans une moindre mesure notre pièce, je voudrais quand même pas croire que c'est elle qui a changé grand-chose. Elle participe. Elle y participe, voilà. C'est clair qu'il y a une mobilisation qui a petit à petit, ça devient de plus en plus rare de rencontrer des gens qui n'ont jamais entendu le mot traité transatlantique. Et au niveau, alors par contre, et au niveau des élus, c'est vraiment quelque chose. Maintenant, il y a un certain nombre de municipalités, un certain nombre de départements, un certain nombre de conseils généraux, de conseils régionaux qui se sont déclarés hors TAFTA, donc qui ont pris des positions, ce qui prouve qu'ils en ont entendu parler, qu'ils en ont discuté, etc. Et là, il y a une des toutes dernières prises de position, c'est celle du Parlement français. En date du 23 novembre 2014, il y a ce qu'ils appellent une résolution européenne, c'est-à-dire que sur des projets européens, les députés n'ont pas le droit de prendre des décisions, mais sur des projets européens, ils peuvent émettre des résolutions. Et donc le Parlement français, en date du 23 novembre 2014, c'est signé par Claude Bartolone,
sur le projet de traité Union européenne-Canada, donc celui qui est beaucoup plus en avance, a pris une résolution en 5 points. Alors, le cinquième point, le Parlement français s'oppose à tout mécanisme d'arbitrage des différends entre les États et les investisseurs et demande en conséquence, en gros, que ça soit enlevé de ce traité. Demande que soient définies avec précision les modalités concernant le processus de coopération réglementaire. Donc là, il ne demande pas que ça soit enlevé. Mais on voit bien que le point sur lequel tout le monde a focalisé au départ, parce que c'était celui qu'on connaissait, c'est celui de règlement des différends, l'arbitrage privé-État. Et ça, maintenant, bon, ça devient de plus en plus difficile pour nos parlementaires de le soutenir, dès lors qu'ils ne sont pas dans la logique totale de l'ultralibéralisme. Par contre, ce deuxième point sur la coopération réglementaire, bon, on voudrait en savoir un peu plus, disent-ils, en gros. Hein. Et c'est difficile de s'opposer à un texte dont finalement, officiellement, on n'est pas censé connaître les tenants et les aboutissants. Tout à fait. Mais ça, on est d'accord que c'est sur le CETA, l'Union européenne-Canada, et donc voilà. c'est un texte qui, lui, est maintenant connu. Et quand on regarde le premier point, il demande à la Commission européenne de dire clairement qu'il va s'agir d'un accord juridique mixte, c'est-à-dire qui ne concerne pas uniquement l'investissement et le commerce, auquel cas nos parlements n'auraient pas leur mot à dire, mais qui a d'autres caractéristiques. C'est ça, Frédéric? Oui, c'est-à-dire qu'il devrait être ratifié également. Il demande, enfin le Parlement français demande à pouvoir se prononcer sur la ratification de cet accord. Exactement. C'est leur premier point. Oui, et autre petite modification que souhaitait faire le gouvernement dans le sens d'apaiser un petit peu les cris d'orfraie, c'était l'idée de bannir de ces négociations tout ce qui concerne la culture, c'est-à-dire l'identité culturelle de la France, la spécificité culturelle de la France n'était pas censée entrer en compte dans ce texte. Est-ce que c'est le cas finalement? On se souvient que François Hollande l'avait demandé. Alors c'est évidemment pas grand-chose, hein, puisque pourquoi enlever la culture si on n'enlève pas l'agriculture? Ça paraît complètement idiot de se dire on va protéger le cinéma, mais on va mettre des OGM partout. Bon, ça n'a pas vraiment de sens. Mais du coup, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vraiment la culture a été bannie de ces négociations? Ou est-ce que le cinéma aussi sera demain encadré par ce TAFTA? On est dans le cadre Union européenne-États-Unis. En fait, d'exception culturelle qui a été demandée par la France, il s'agit de retirer des négociations les services audiovisuels. Et rien d'autre. Audiovisuel. C'est même pas la culture, c'est juste l'audiovisuel. C'est ça, c'est-à-dire que ça a été présenté à l'époque comme étant une exception culturelle, y compris par la ministre de l'époque, mais en fait il s'agit seulement des services audiovisuels. Tout le reste, que ce soit, je sais pas, le livre, le spectacle vivant, les musées, je sais pas quoi, enfin bon, tout ça ne fait pas partie de la culture visiblement. Donc en fait ça permettra simplement au CSA de continuer à obliger les chaînes de télé françaises à diffuser de la création française, quoi. Voilà. L'idée étant aussi de sauver le mécanisme d'avance-sur-recette du cinéma français, parce que le président actuel, le président français a quand même un petit peu de mémoire. Il se souvient qu'en 1998, lorsque vous parlez tout à l'heure de Suzanne Georges et de son expression sur le Dracula, elle l'avait dit au moment de l'accord multilatéral sur l'investissement. Voilà. Et le gouvernement visiblement s'est souvenu que la mobilisation des cinéastes avait été essentielle pour faire capoter l'accord multilatéral sur l'investissement, pour faire capoter l'AMI. Et donc là, c'est une pensée qu'on a eue, qui est peut-être un petit peu déplaisante pour le gouvernement, mais enfin on peut penser qu'ils n'ont pas oublié l'AMI, et donc ils se sont dit on va éviter de nous attirer lire des metteurs en scène qui sont un petit peu connus, qui ont des moyens d'expression publique, etc., etc. Et donc on va écarter les services audiovisuels. Mais ce n'est que ça qui est retiré. Il n'y a rien d'autre qui est retiré. Et donc on protège le CNC et les différentes boîtes de prod françaises qui font de la fiction en langue française, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Alors en revanche, on a eu un document fuité qui date de quand celui-là? Juin de cette année, qui est le document de positionnement de l'Union européenne, dans lequel on peut voir ce que l'Union européenne comment elle se positionne dans les négociations. Et l'ensemble de ce que nous on considère comme des services publics sont sur la table. Est sur la table. Il n'y a pas que les services publics, il y a l'ensemble il y a beaucoup d'autres activités. En fait, il faudrait plutôt faire la liste de ce qui n'est pas pour essayer de se rendre compte. Mais véritablement, à ce stade de la négociation, c'est-à-dire au début, l'Union européenne et la France aussi consent à avoir un positionnement extrêmement
comment dire ça, extrêmement laxiste. C'est-à-dire que déjà, l'Union européenne, déjà la France ont lâché énormément de choses, y compris sur les services publics. Et par exemple, j'ai vu que les trois niveaux d'éducation, par exemple, hein, mais il y a la santé aussi, les trois niveaux d'éducation sont concernés et que le seul obstacle qui pour l'instant est fait dans les négociations, que c'est ce qu'on appelle une réserve sur comment dire, un conditionnement à la présence commerciale des entreprises privées d'éducation qui consisterait à vérifier la compétence des gens qui viendraient rendre le service éducatif. Pour traduire en français, parce que là je me rends compte que j'étais un peu abstrait, si cet accord passait, il y aurait la possibilité pour une entreprise d'éducation privée en provenance des États-Unis, puisque c'est de ça dont on parle, qui pourrait venir s'installer sur nos territoires et obtenir le traitement national, c'est-à-dire l'ensemble des subventions de l'État. Ce qui veut dire, dans un deuxième temps, l'abandon total de l'État du subventionnement de l'éducation. Oui, et quand on connaît les tarifs pratiqués par les universités américaines, Oui, si évidemment ça venait oui. en Europe, ce serait un quintuplement des tarifs de scolarité de l'université, Au bas voire mot, pire, au bas mot, au au bas bas mot mot, oui. évidemment, C'est puisqu'on encore rappelle plus. une année scolaire dans une fac américaine de prestige, c'est 75 000 dollars, 100 000 dollars l'année, juste pour les frais d'inscription. Donc c'est des choses complètement aberrantes parfois. Et évidemment, en France, on espère rester à l'abri de ça, mais c'est Les, peut-être plus, ce sera peut-être plus le cas. Oui. les très belles universités sont à 150 000, je voudrais 150 000. Bon pas. bah voilà, j'étais même en dessous de la réalité. Voilà, c'est donc évidemment c'est des choses qu'on ne connaît pas encore en France, mais ce traité pourrait nous les amener. Un autre point sur lequel je voulais revenir lors de cette émission, j'ai vu récemment dans le magazine Cash Investigation quelqu'un que ceux qui ont suivi assidûment les négociations sur le TAFTA connaissent, c'est Karel de Gucht, qui est donc commissaire européen, et on l'a vu récemment je ne sais pas si vous l'avez vu Qui aussi, était. Christian, qui était, n'est plus responsable des négociations. C'est C'est Non. Malmström maintenant, ah, Madame Malmström qui a Malmström, été d'accord. nommée. D'accord, en tout cas, il l'a été au Il a été. début avec Ignacio Garcia Bercero, si je me souviens bien, Mhm. et Karel de Gucht, on le voyait récemment donc, dans ce magazine Cash Investigation qui traitait des téléphones portables et des composants des téléphones portables. Et après une enquête au Congo sur les conditions abominables dans lesquelles on va chercher les différents minerais qui servent à aller dans nos téléphones portables, eh bien, ils sont allés voir le responsable de la Commission européenne qui avait fait une loi justement sur le sujet pour empêcher les grands industriels d'aller récolter du minerai. Alors là, on se dit, c'est super, ben, il est bien ce gars-là, il a fait une loi pour protéger le Congo. Sauf qu'en fait, la loi qu'il avait préparée, eh bien, on n'était pas obligé de l'appliquer, en fait. C'était à la volonté des entreprises d'appliquer ou non cet ensemble de lois, qui étaient d'ailleurs même pas très extrêmes, très radicaux. Hein. C'était voilà, un ensemble de lois censées protéger les mines du Congo. Et finalement, les différentes entreprises, comme le montrait Élise Lucet, ont tout dit, c'est un ensemble de lois débiles qui nous coûteraient de l'argent, on n'a aucun intérêt à l'appliquer, on ne l'appliquera pas, hein, tous les LG, les Nokia, etc. Donc elle montre ça à Karel de Gucht, qui se décompose devant la caméra et qui finit, je vous passe les détails, mais l'interview finit par Karel de Gucht chassant Élise Lucet de son bureau en disant « les images, vous ne les diffuserez pas, tout ça ne passera pas à la télé, etc. » Bon, évidemment, c'est passé à la télé, on a vu le côté ridicule du personnage. Et finalement, voilà le genre de personnes qui négocient en notre nom, hein, nous, citoyens européens, ces textes-là, ces traités-là. Une personne qui n'a été jamais élue, enfin, je veux dire, moi, je n'ai pas voté pour lui, on n'a pas voté pour ce Karel de Gucht, ni pour le Malmström que vous évoquez, ni pour Bercero, ni pour Juncker, ni pour personne en réalité. Et du coup, des gens non élus font des textes qui vont littéralement remplacer les gens que nous élisons aujourd'hui pour écrire les lois. Voilà la situation dans laquelle on est, grossièrement résumée. Et ce Karel de Gucht, je citais cet exemple de Cash Investigation pour montrer qu'évidemment, il est du côté des entreprises, puisqu'il fait des textes de loi qui sont censés les encadrer, mais en réalité, à la fin du texte de loi, il y a écrit « si vous n'avez pas envie de l'appliquer, vous n'êtes pas obligé ». C'est quand même merveilleux, ces gens-là. Ils sont d'une arrogance terrible et surtout d'un mépris du peuple et de la démocratie qui dépasse l'entendement. Oui, mais ça euh, c'est- Enfin, je veux dire, on sera toujours là pour taper sur ces gens-là. Il n'y a aucune difficulté parce qu'effectivement, ils sont comme vous le décrivez et même encore pire. Ceci étant posé, leur arrogance vient aussi du fait que non seulement ils n'ont pas été élus, ils ne sont pas soumis réellement Ils n'ont pas de compte à au rendre, en suffrage, fait. pas de vrai compte à rendre, c'est exact.
Mais de surcroît, ils ont aussi le mandat de nos dirigeants politiques. Il faut vraiment Des insister dirigeants là-dessus. élus. Élus. Oui, oui. C'est-à-dire exactement nos dirigeants politiques, nos gouvernements à nous, hein, y compris le gouvernement français, ont donné le mandat et Ouais. continuent de donner le mandat. C'est-à-dire que le mandat a été donné de la négociation à l'unanimité des États. Oui. La commission, elle est composée, comme vous l'avez dit, et on pourrait reprendre la liste aussi des conflits Bien d'intérêts, sûr. des corruptions, etc. C'est un sujet en soi, et le défaut de fonctionnement de ces institutions-là, mais il faut voir qu'elles ont un soutien sans faille de nos élus politiques que nous avons, nous, élus. Et donc, si nous avons aussi une responsabilité comme citoyens, c'est bien de se retourner vers nos élus en disant, mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Ouais. Pourquoi vous donnez ces mandats? Pourquoi vous ne contrôlez pas? Alors, régulièrement, le gouvernement nous dit, le gouvernement français nous dit, ah là là, mais la commission ne nous dit pas tout. Non, mais alors attendez, elle nous dit pas tout, mais enfin, vous êtes le gouvernement, oui ou non? Enfin, je veux dire, vous êtes le gouvernement du pays, vous êtes en charge de cette destinée de pays. L'Union européenne, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est intergouvernemental. Donc, tous les gouvernements sont informés de ce qui se passe. Et ensuite, ils jouent un rôle extrêmement, avec une hypocrisie constante, en disant, ah, ils nous disent pas tout, ah là là, ils nous cachent des choses. Non, il y a une responsabilité politique majeure, et je dirais même primordiale, de nos gouvernements. Il faut impérativement qu'ils rendent des comptes de cela. C'est aussi la volonté dans laquelle nous sommes, et pourquoi on organise des initiatives citoyennes, européennes, par le bas, etc. C'est qu'il y a des responsables qui sont politiques, qui sont encore des responsables élus, hein. Mm. Et que ceux-là, ils sont élus par nous, et ils ne peuvent à aucun moment dire c'est pas nous, on n'a rien vu, on n'était pas là. Oui, il faut effectivement les empêcher de dire ça. Et même l'idée de donner un mandat de négociation, si on ne sait pas qu'est-ce qui va être négocié, il faut aussi voilà, se poser cette question-là. Pourquoi vous donnez un mandat de négociation si derrière on vous dit qu'on ne vous donnera pas les infos sur ce qui est vraiment négocié? Et on le rappelle, officiellement, François Hollande n'est pas censé savoir ce qui se négocie. Si on regarde les textes de loi, en tout cas qui encadrent ce mandat de négociation, c'est entre les gens qui négocient. D'ailleurs, j'avais même entendu dire, vous allez peut-être me le confirmer ou l'infirmer, mais que les partis américaines dans cette négociation n'étaient même pas des politiques américains, mais en réalité directement des lobbyistes appointés par les entreprises. Est-ce que c'est vrai ou qui négocie en face du côté des Américains? Oui, alors le système américain est ce qu'il est. Et effectivement, dans le système américain, vous avez une porosité extrêmement forte entre les décideurs administratifs et les lobbies, etc. Il faut une carrière, etc. Et effectivement, il y a comment dire, il y a des passerelles, pour le dire gentiment. Mais ceci dit, je vous invite aussi à considérer que c'est le cas chez nous, hein. C'est-à-dire que, effectivement, nous, on n'a pas exactement les représentants, même physiquement présents dans les bureaux au moment où les choses se font, mais c'est quand même pas loin, c'est quand même pratiquement la même chose. Il y a une espèce de consanguinité, effectivement sociologique, ça c'est un fait, un phénomène, on appelle ça de porte tournante, c'est-à-dire un Oui, peu là, les un peu revolving ailleurs, doors. Oui. voilà, et qui amène un poids absolument considérable des lobbies chez nous, hein, Bien sûr. vraiment. Les États-Unis fonctionnent avec une pénétration de la décision publique par les lobbies, le Canada également, mais nous, on n'est pas mieux, hein. Évidemment, rappelons que Mario Draghi est un ancien de la Goldman Sachs, Oui, qu'un certain nombre de dirigeants ont été appointés par la Commission européenne et étaient aussi, je pense à la Grèce notamment, qui s'était vu nommer un ancien de Goldman Sachs idem, Mario Monti en Italie, on pourrait en notre ami citer Moscovici, sans vouloir être Pierre Moscovici, bien désagréable, sûr. il a quand même été vice-président du cercle des De l'industrie, le industriels? cercle de l'industrie, oui. Des industriels, voilà. Mm. Bon, c'est quand même pas mal aussi. Ah oui, avec Dominique Strauss-Kahn à l'époque, effectivement. Hmm. Oui, oui, bien sûr, on pourrait citer comme ça des dizaines d'exemples, vous avez raison, mais j'aimerais qu'on conclue l'émission puisqu'on arrive près de la fin. J'ai l'info.
Alors, on a de l'info, très bien. On va conclure donc dans peu de temps. On a encore 10 minutes pour conclure, mais j'aimerais qu'on insiste sur ce que peuvent faire les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer de contrer ce type de développement? Vous évoquiez tout à l'heure les maires, les régions qui se déclarent hors TAFTA parce que justement les citoyens les ont informés, parce qu'ils ont reçu des mails, parce qu'ils ont reçu des courriers, parce que quand ils croisaient des citoyens, certains leur disaient attention au TAFTA, regardez ça, c'est grave ce qu'on est en train de nous préparer. Donc, est-ce que vous conseillez? J'imagine que oui, mais voilà, il faut continuer Tout à fait. à informer nos dirigeants. Tout à fait. Je pense que ça, c'est un élément fondamental. On a dit nous sommes dans un état de droit, dans un état démocratique où nous élisons des personnes. Ils peuvent intervenir dans le processus. Alors, se déclarer hors TAFTA pour une collectivité locale, ça n'a absolument aucun impact sur le plan strictement juridique, mais au niveau du rapport de force dont parlait Frédéric tout à l'heure, plus il y aura de collectivités locales qui seront déclarées hors TAFTA, plus ça aura un poids sur les élus qui ont le droit, qui ont le droit d'intervenir, donc les élus européens et éventuellement les élus français au niveau du Parlement, et plus ça aura un poids sur les interventions du gouvernement. Donc, d'ailleurs, ce qui est intéressant par rapport à la pièce, pour revenir un tout petit peu sur cette pièce, c'est que autant au début, je dirais les toutes premières fois, on n'avait pratiquement que des militants qui y assistaient. Et puis petit à petit, on a vu évoluer le public avec des gens qui n'étaient pas des militants. Et puis, plus récemment, dans les 3 ou 4 dernières fois, on avait des élus, systématiquement des élus. Et pas forcément que des élus de gauche. On a eu des élus du MoDem, qui sont venus parce que le collectif Stop TAFTA de la collectivité locale les avait invités à venir et qui ont participé au débat et qui ont dit bah oui, nous, oh, d'accord, non, bah oui, c'est clair, il faut qu'on s'oppose à ce voilà. Et donc, en ce qui concerne la pièce, on vient de m'envoyer l'information précise, donc elle va être jouée demain à la salle des fêtes dans les De Malakoff. de Malakoff, oui. 11 rue Jules Ferry. 11 rue Jules Ferry. Le métro le plus proche, c'est Plateau de Vanves. Plateau de Vanves à 20 h, donc 11 rue Jules Ferry, demain soir à Malakoff, à la salle des fêtes de Malakoff. C'est bien ça? Voilà. Très bien. Je rappellerai aussi les infos en toute fin d'émission. On va accueillir Gérard à présent qui souhaite poser une question. Bienvenue à toi, Gérard. Oui, merci, bonsoir, merci Bonsoir. pour cette émission. Je suis tout oui là depuis le début de l'émission. Je suis animateur à la ville de Paris pour les enfants. Et donc je suis malheureusement en arrêt de travail, mais heureusement en même temps, sinon j'aurais pas découvert cette émission et ces informations-là. Donc à cette heure-là, oui, je devais être à l'étude. Voilà. Donc oui, je pratique le théâtre amateur depuis une dizaine d'années. Et donc le fait de jouer dans un théâtre engagé me titille, surtout depuis tout à l'heure. Donc, question, est-ce qu'il est possible éventuellement d'accéder à ce texte pour éventuellement la jouer, pourquoi pas la mettre en scène, et puis éventuellement l'adapter pour les enfants? Première question. Et deuxième question, quelles sont les conséquences pour le citoyen, en dehors du fait que si effectivement une multinationale aura la possibilité de condamner un État, en dehors du fait que c'est de notre poche qu'on va nous extorquer l'argent, ce qui est déjà un scandale en soi. Quelles sont les autres conséquences directes concrètement? Merci beaucoup. Des conséquences directes, il peut y en avoir un peu dans tous les domaines. Quand on regarde les exemples d'attaques qui ont déjà été menées dans le cadre de traités de ce genre, bon, par exemple, il y a une toute petite entreprise française qui s'appelle Veolia, qui a attaqué l'État égyptien parce qu'il avait augmenté le SMIC local. Oui. Donc concrètement, là, ça veut dire effectivement de l'argent qui est demandé par Veolia, mais ça peut aussi vouloir dire, on a parlé tout à l'heure de cet effet de faire peur, entre guillemets, ça peut vouloir dire concrètement que l'État égyptien pourrait ne plus augmenter le SMIC. Et donc concrètement, c'est le revenu du citoyen de base qui n'augmente plus. C'est le pouvoir d'achat, c'est la capacité à acheter. Bon, quand on regarde un autre exemple qui est ce qui s'est passé véritablement en Slovaquie, l'État qui avait, il y avait un premier gouvernement qui avait complètement libéralisé, qui avait supprimé la sécurité sociale.
le peuple s'est rebellé, a foutu à la porte ce gouvernement-là. Il y en a un autre qui est arrivé, qui a renationalisé la sécurité sociale. Et une entreprise d'assurance qui avait obtenu précédemment le système privé a attaqué l'État slovaque en disant pour moi c'est un manque à gagner, vous me payez tant. Ou alors vous relibéralisez. Donc là, pour l'instant, tout n'est pas acquis. Le gouvernement slovaque a été une première fois condamné par un tribunal arbitral, apparemment pas forcément sur un autre plan plus récemment. Mais quoi qu'il en soit, là, c'est est-ce que, oui ou non, il y aura un système de sécurité sociale publique qui va continuer à exister. Donc, s'il n'y a plus le système de sécurité sociale publique, il faut absolument payer dans des systèmes privés. Tout le monde ne peut pas payer. C'est l'exclusion du système de soins assurée pour une grande partie des personnes qui ne seraient plus couvertes. Voilà, donc des exemples comme ça, on en a des dizaines. Dans toutes les parties du monde. Ce qu'il y a en fait, c'est que ce type d'accord est potentiellement infini. On sait quand il démarre, on ne sait pas quand il se termine. Il y a un chèque en blanc là-dedans qui est, sur le plan démocratique d'ailleurs, un scandale intégral. Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de notions qui sont floues et un certain nombre de notions qui ne le sont pas du tout. C'est-à-dire que les mécanismes de sanction des États sont extrêmement précis. Les raisons pour lesquelles on a condamné les États sont extrêmement floues. Et à part ça, il y a le mécanisme de coopération réglementaire qui, lui, alors là, ouvre la porte à tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir jusqu'où ça va aller, en réalité. Là, il y a eu quelques exemples qui ont été donnés, qui sont tout à fait bons, et on peut, comme ça, les décliner à l'infini. En gros, le périmètre de l'intervention publique sera défini par les entreprises. Parce que les entreprises ne vont pas décider de tout prendre, ne prendront pas tout. Il y a tout un tas de secteurs qui ne les intéressent pas, il y a tout un tas d'activités qui ne sont pas solvables. Donc tout ce qui est service à destination des populations qui n'ont pas d'argent, qui ne sont pas solvables, ça les intéresse pas. Donc ça, elles prendront pas. Elles laisseront les États se dépatouiller avec leurs impôts et puis se dépatouiller avec les gens comme ils peuvent pour avoir des services publics de pauvres pour pauvres. Oui, et éventuellement plus de services publics. Quand on voit ce qui se passe en Grèce, il y a quand même 40% des hôpitaux publics qui ont été carrément fermés. Oui. Et donc il y a entre 30 et 40% de la population grecque actuellement qui n'est plus du tout couverte par la sécurité sociale. Alors c'est pas directement lié à des accords de ce genre, mais c'est exactement la même logique. L'exemple de la Grèce est très parlant, même si c'est vrai, vous avez raison Christian, il n'y a pas encore d'accord concernant la Grèce. La façon de faire de ce qu'on appelle la Troïka, le FMI, la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne, c'était dans la même logique finalement que le TAFTA, c'est-à-dire privatiser un maximum. Encore une fois, là, cette fameuse phrase qu'on entend souvent, privatisons les gains et on rend public les pertes, et nationalisons les pertes. On est vraiment là-dedans. Je n'ai pas répondu à la deuxième partie de la question de Gérard. Avant toute chose, donc moi je viendrai de toute façon demain, même avec ma patte folle à Malakoff, pour assister à la pièce, donc c'est bien la salle des fêtes, c'est bien noté. Oui, est-ce qu'il serait possible éventuellement d'accéder à vos écrits, enfin à la pièce, pour éventuellement, pourquoi pas, la jouer? Tout à fait. Soit avec des collègues, tout à fait. C'est parfaitement possible. Donc la pièce, elle est libre de droit. D'accord. Et il suffit que vous laissiez à ici et maintenant votre mail. D'accord. Et ils nous le donneront et on vous enverra le texte de la pièce, bien évidemment. On peut le faire pour tout auditeur qui le réclamerait dès lors qu'on aurait... Restez à l'antenne, Gérard, on conclut l'émission et je vous reprends en antenne pour reprendre votre adresse email et je la transmettrai. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup Gérard, merci à toi. Merci. Au revoir. Alors oui, on arrive quasiment à la fin de l'émission. J'aimerais ajouter un dernier point avant de conclure et de rappeler les dates de la pièce et de vous laisser à chacun un mot de conclusion.
on a le sentiment parfois que ceux qui s'opposent au TAFTA sont forcément des anti-européens acharnés qui étaient déjà contre Maastricht à l'époque. Et j'aimerais rappeler que c'est pas forcément le cas parce que ce TAFTA, il pourrait aussi détricoter finalement tout ce qu'a fait l'Union européenne depuis 20 ans dans le sens des normes. Il y a quand même certaines normes européennes qui ont été créées, etc. Et bien toutes ces normes, toutes ces lois qu'on a écrites, toute cette usine à gaz qu'on a mis en place, eh bien peut-être que demain il faudra la sabrer parce que le TAFTA, enfin les investisseurs estimeront que certaines de ces normes les empêchent de faire l'argent qu'ils souhaitent faire. Du coup, supprimer tout un ensemble de lois européennes qui ont été votées pour créer des normes en Europe. Et je ne parle même pas des lois nationales, on en a déjà parlé. Est-ce que, Frédéric Vial, vous partagez cette vision aussi? Finalement, les pro-européens doivent eux aussi s'inquiéter du TAFTA puisque c'est leur rêve européen qui pourrait être détruit demain. Ah, mais absolument. C'est-à-dire, enfin, ça fait un moment personnellement que je suis convaincu que les premiers ennemis de l'Europe, c'est l'Union européenne. Enfin, vraiment, hein. C'est-à-dire que là, véritablement, Telle qu'elle est actuellement. telle qu'elle est actuellement. Non, mais c'est absolument certain que ces façons de faire, etc. Le mécanisme de coopération réglementaire va potentiellement revenir sur l'ensemble du travail qui aura été fait. Déjà, le Canada fixe, dans le cadre Union européenne-Canada, la directive sur la qualité de l'air pour pouvoir exporter son pétrole des sables bitumineux. C'est un exemple, mais il y en a autant qu'on voudra sur REACH, sur toutes ces règles européennes qui effectivement seront détricotées. Non, vraiment, le pire ennemi de l'idée européenne, me semble-t-il, c'est bien l'Union européenne actuellement, oui. Ça me semble important de le rappeler. Si je réagissais aussi là-dessus, je pense que nous sommes opposés non pas à l'Europe, mais au traité constitutionnel tel qu'il nous était proposé, parce que ce que l'on voit dans ce traité constitutionnel, c'est la primauté de l'investissement et du commerce sur l'ensemble des droits sociaux qui ont fait un peu l'originalité et le bien vivre qu'on a eu en Europe. Donc, aller vers une Europe dans laquelle on remettrait à sa place l'homme et ses droits, là, on ne peut qu'être d'accord avec cela. Mais ce n'est pas du tout l'Europe qui nous est proposée actuellement, ce n'est pas du tout l'Europe telle qu'elle fonctionne, avec son traité, avec ses directives, etc. Alors on arrive à la fin de l'émission. Oui, Agnès? Poursuivre à propos du traité constitutionnel, je rappelle qu'il y avait eu un référendum et les citoyens français avaient voté contre. Oui, donc, ainsi que les Hollandais et les Irlandais. Oui. Ainsi, voilà. Et c'est le gouvernement Bourbassou, l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui a piétiné le vote des citoyens pour faire voter donc les députés et ensuite qui ont redonné leur accord sur ce traité constitutionnel. Oui, sur le traité de Lisbonne, qui était le même traité vaguement remanié. Voilà, alors ce que je peux dire, c'est là la démocratie qui, comme l'on disait tout à l'heure, qui est de plus en plus mise à mal. Bafoué. Et on attend des citoyens qu'ils votent, qu'ils élisent plutôt un chef d'État, des députés, mais ensuite ils ont un blanc-seing et on ne peut plus donc s'opposer et dire ce n'est pas là-dessus que nous avons voté. Bien sûr, et ça c'est l'objet d'autres émissions qu'on fait par ailleurs sur l'antenne, sur la question de démocratie, la question de reddition des comptes, la question du choix aussi de nos dirigeants, puisqu'est-ce que le vote est le meilleur moyen de choisir nos dirigeants, c'est tout un débat, bon, qu'on n'a pas le temps de faire puisqu'il nous reste 1 minute, on va s'arrêter là, mais en tout cas oui, c'est un débat fondamental, extrêmement important et qu'il faut avoir dès aujourd'hui quand on voit effectivement ce qui se passe et que ce blanc-seing amène à des catastrophes juridiques et sociales. Alors on va s'arrêter là, je vais rappeler tous les détails pour se rendre à cette pièce jouée et écrite par des militants d'Attac, Traversée à haut risque à bord du TAFTA, c'est le nom de cette pièce, Traversée à haut risque à bord du TAFTA. Elle sera jouée demain à Malakoff, 11 rue Jules Ferry, dans la salle des fêtes de Malakoff. Donc demain, 10 décembre 2014, à 20h à Malakoff, 11 rue Jules Ferry. Elle sera aussi jouée le 14 janvier 2014 à l'Université d'Orsay et le 23 janvier 2014. Je ne sais pas si vous avez le... J'ai pas le lieu exact, mais ça sera dans le 14e arrondissement,
pas très loin du périphérique. Voilà, pour la fin janvier. Et puis vous retrouvez évidemment toutes ces informations sur le site d'Attac dans la rubrique événements. Frédéric Vial, Agnès Gandon et Christian Lefort, merci à tous les trois. Merci beaucoup d'être venus nous parler de cette pièce Traversée à haut risque à bord du TAFTA et de ce fameux traité transatlantique. J'espère que la viralité des informations aidant, on finira par se débarrasser de ce type de traité. Évidemment, c'est un combat qui continue. Je vous remercie tous les trois infiniment de votre participation et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM et sur internet ici et maintenant.com.